Voilà, théorie de la mesure. Donc, la première chose pour faire donc, ce processus d'intégration-là, c'est d'avoir une théorie de la mesure qui me permet justement de mesurer, d'accord, des ensembles, des ensembles euh, de la droite réelle. Vous êtes d'accord? Ce type d'ensemble-là, ici, hein, dont en fait les antécédents de certaines valeurs de la fonction. OK? Voilà. Alors, la première idée, hein, c'est de se dire, je vais essayer d'avoir donc la théorie de la mesure. Alors, OK. La première chose, on va se dire quand même qu'on va étendre la notion de longueur d'intervalle. D'accord? Les intervalles AB, la mesure doit être la même chose que la longueur de l'intervalle. OK? Et donc, la première idée, ça va être, est-ce que je peux le faire pour toute partie de R? OK? Donc, alors attendez, je reprends tranquillement. Qu'est-ce que je veux pour la mesure? Je veux, théoriquement, que la mesure d'intervalle, ça doit être la longueur de l'intervalle, d'accord? C'est-à-dire hein, que si l'intervalle I, c'est AB, alors peu importe si c'est ouvert, fermé, etc., d'accord? La mesure de I, ça doit être B-A, hein. Vous êtes d'accord? Ça a l'air assez logique, ok? Je veux évidemment que la mesure soit invariante par translation, c'est-à-dire que si mon intervalle AB, je le pousse de P, donc ça fait A plus P, B plus P, d'accord? Ça soit la même chose que M de I, ok? Et ça, c'est pas seulement pour les i d'ailleurs, ça va être pour tous les intervalles, enfin pour tous les ensembles A que je pourrais prendre. OK? Et autre chose, il faut que ce soit croissante. D'accord? C'est-à-dire que si A est inclus dans B, ça c'est un B, alors je voudrais que la mesure de A soit plus petite que M de B. D'accord? Voilà, donc j'ai un certain nombre de conditions comme ça assez simples, hein, d'accord? Que je souhaite vérifier sur ma mesure pour que ce soit cohérent avec le procédé d'intégration que je veux y faire. D'accord? Seulement, donc la première idée, c'est là où ça vient, c'est peut-on définir une mesure pour toute partie de R, d'accord? C'est-à-dire hein, sur l'ensemble des parties P de R, ok? Ouais, alors la réponse est non, et donc c'était l'objet du deuxième... hop, alors, attendez, j'essaie de le retrouver, le truc, il est où? C'est pas ça. Attendez, j'essaie de le retrouver. TD1, voilà, introduction théorie de la mesure. Hop, voilà. Donc, euh, attends, je ne veux pas l'accrocher là-haut. Voilà. Donc, c'était l'objet de ce problème-là, d'accord? On ne peut pas trouver de mesure qui vérifie donc nos définitions, ok? Et qui soit, voilà. Ok, alors dans les trucs théoriques, j'ai oublié le plus important d'ailleurs. J'ai oublié la sigma additivité. Attendez, je reviens avec paf, ça. Ok. Donc, dans les trucs théoriques ici, voilà, je voudrais aussi qu'elle soit sigma additive, c'est-à-dire que quand je prends la mesure d'union disjointe d'intervalles, d'accord? Donc ça, c'est une union disjointe. Alors, je voudrais que ça soit égal à la somme des mesures des AI, ok? Comme ça, c'est simple, hein, parce que je vais pouvoir dire, d'accord, je vais faire les mesures de chacun des trucs différents, et puis je vais faire la somme, ok? Voilà. Et donc, ces choses-là hein, qu'on voudrait créer, d'accord, on ne peut pas le faire sur R. OK? Et donc, c'est l'objet de cet exo-là. Ça va? Alors, je vous propose donc de refaire une correction, alors peut-être rapide, hein, de ceci. OK? Donc, on va démontrer que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas trouver de mesure qui vérifie donc la sigma additivité sur R, pour toutes les parties de R. OK? Alors, vous ouvrez ça parce que moi, je vais juste mettre la feuille, hein, d'accord? Ok, donc comment on fait? Est-ce que vous voulez que je le corrige complètement, ou que je fasse une lecture rapide du corrigé, ou que je survole un peu ça? Complètement, s'il vous plaît. Complètement? Ok, ok. Bon alors, ok. Alors, donc première étape, premièrement, je vais recopier les questions, comme ça c'est plus simple. Je vais définir R, c'est une relation
sur 0,1, sur l'intervalle 0,1, d'accord, tel que, alors x va être en relation avec y si et seulement si, donc x et y sont dans 0,1 bien sûr, si et seulement si y moins x est dans q. Non, c'est x et moins y, c'est pas grave. OK? Alors, il faut que je démontrons que grand R est une relation d'équivalence. Relation. OK. Alors, question très simple, hein, parce que la méthode pour trouver que, d'accord, que c'est une relation d'équivalence, je vais mettre méthode ici, mais après, OK, c'est toujours pareil, c'est-à-dire retour à la définition d'une relation d'équivalence. OK, c'est la méthode de base en algèbre. C'est-à-dire, il faut démontrer que R est réflexive, que R est symétrique et que R est transitive. OK? Alors, j'y vais. Réflexif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x, donc soit x dans 0,1, d'accord, il faut que x soit en relation avec x. Alors, x est en relation avec x, c'est quoi? Si x moins x est dans q, d'accord? Mais x moins x, ça fait 0, hein, d'accord? Et vous êtes d'accord que ça, 0, c'est un rationnel, OK? Donc, je sais que, quel que soit x dans 0,1, x est en relation avec lui-même, d'accord? Et donc, R est réflexive. OK? Ensuite, deuxième chose, la symétrie. Donc, je prends soit deux éléments, x, y dans 0, 1, donc comme il y en a deux, je mets au carré, tel que x soit en relation avec y, d'accord? Et moi, je veux montrer que y est en relation avec x, OK? Alors, par définition, x est en relation avec y, c'est quoi alors? J'ai défini là comme ça, x est en relation avec y si, alors c'est juste ça, x moins y est un rationnel, OK? OK, mais alors comme les rationnels, c'est stable par la multiplication par moins 1, OK? Donc, comme... Alors, comment je dis pour justifier? Je peux dire que Q plus multiplié est un corps. Hein, bon, je sais pas. OK? Bref, c'est stable, hein, d'accord? Q est stable par multiplication, par produit interne. Et donc, quand je multiplie par moins 1, hein, ça me fait que y moins x est aussi dans Q. Ça va? Et y moins x est dans Q, quand je regarde ça, bon, là j'ai un y, là j'ai un x, donc là j'ai un y, là j'ai un x, d'accord? Y est en relation avec x. Y est en relation avec x, d'accord? Et ça me dit bien que d'où R est symétrique. OK? Attendez une seconde. Paf, 2. Alors, ensuite, la transitivité, d'accord? Donc, soit, alors il faut que j'en prenne 3 cette fois-ci, x, y, z dans 0, 1 toujours, hein, puisque c'est une relation là-dessus, tel que x soit en relation avec y et y est en relation avec z, d'accord? Alors, je fais directement ce que ça donne. X est en relation avec y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins y, par définition, est dans q, et y est en relation avec z, ça veut dire que y moins z est dans q. Ouais? C'est bon? Voilà. Pareil, je vais justifier que c'est stable quand je fais la somme, d'accord? Donc, comme q est stable par addition, on a, OK, alors c'est reparti, je fais la somme des deux, hein. X moins y plus y moins z qui appartient à q, c'est-à-dire que x moins z appartient à q. OK, et x moins z dans q, ça veut dire que x est en relation avec z, d'accord? OK, voilà. Et donc, j'ai démontré que Q était bien R pardon, était bien une relation d'équivalence. OK? Relation d'équivalence sur 0,1. C'est bon pour la première question?
OK. Alors, je passe Alors, à la c'est suite. juste pour vous prévenir, Oui? quand vous déplacez la feuille, Ouais? évitez Ouais, d'aller trop vers la droite parce qu'on voit beaucoup moins bien en fait au niveau d'accord. du focus, s'il vous Ah plaît. ouais, OK. Bon, Merci. je vais essayer. Voilà. OK, alors, 3. Hop, 3, 3, 3. Non, c'était pas 3, c'est 2. C'est la question numéro 2, c'est la feuille numéro 3. OK. Donc, alors, je sais que donc R est une relation d'équivalence. Mais je refais un peu de cours, hein, d'accord, pour ça. D'équivalence, voilà, sur 0,1. OK, donc qu'est-ce que je sais quand j'ai des relations d'équivalence? Donc, je vous ai fait une petite vidéo dessus, hein, d'accord? Donc, quand j'ai une relation d'équivalence, qu'est-ce que je sais? Ben, je sais que pour tout x dans 0,1, alors je prends plein de couleurs, c'est bon? Pour tout x dans 0,1, je peux définir la classe de x, qui est donc l'ensemble des y de 0,1, tel que x soit en relation avec y. OK? Et qu'est-ce que je sais avec ça? Ben, je sais que l'ensemble des classes d'équivalence, donc je vous ai fait une vidéo sur les, sur les relations d'équivalence, hein, avec des vaches, il faut la voir, d'équivalence, ouais, voilà, forme une partition de 0,1. Vous êtes d'accord? OK? Donc, c'est-à-dire, là, je prends mon intervalle 0,1, je le fais un peu gros, d'accord? Et donc, alors, la classe d'équivalence est vraiment moche, hein, mais voilà, il y a une première classe d'équivalence qui va être donc un nombre plus en fait tous les rationnels qui sont compris entre lui et 0,1, d'accord? Et puis un autre nombre, hop, attendez, je prends une autre couleur, ouais, bah, du bleu, tiens, hop, d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Ça va? Donc, alors 0,1 comme ça, c'est un peu moche, hein, si on le fait comme ça. Par contre, si on dit c'est une grosse patate ici, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut dire, voilà, là j'ai la classe par exemple de 0. OK? Qu'est-ce qu'il y a dans la classe de 0? Ben, il y a 1 demi, puisque 0 moins 1 demi, c'est bien dans Q. Il y a 1 tiers, puisque 1 tiers moins 1 demi, c'est bien dans Q. D'accord? Par contre, il n'y a pas racine de 2, vous êtes d'accord? Puisque racine de 2 est un irrationnel et racine de 2 moins 0 n'est pas rationnel. OK? Ouais. Donc racine de 2, il est ailleurs. Il y a la classe de racine de 2. OK? Et puis la classe de racine de 3, bah, elle n'est pas dans celle de racine de 2 parce que blablabla. D'accord? Donc il y a la classe de racine de 3 ici, et ainsi de suite. D'accord? Il y en a une infinité de classes. OK? Mais voilà, il y a une infinité de classes partout. D'accord? Mais ça forme une partition. OK? Alors, associé à ça, il y a ce qu'on appelle les représentants des classes d'équivalence. Celui-là est bien. D'accord? Donc je peux prendre représentant des classes d'équivalence. OK? Quand je regarde de la classe de 0, par exemple, j'écris peut-être trop petit, vous voyez ou pas? Ou c'est tout petit? C'est pas trop lisible, non. D'accord, donc là, c'était classe de 0, je vais essayer d'écrire gros, hein. Bon. Donc, dans classe de 0, on est d'accord qu'on a tous les rationnels, puisqu'on a tous les y. La classe de 0, c'est l'ensemble des y de 0,1, tels que bah, y moins 0 donc, appartiennent à q. D'accord? C'est-à-dire y appartient à q. OK? Donc, comme y appartient à q et appartient à 0,1, la classe de 0, c'est 0,1 inter q, donc tous les éléments rationnels de 0,1. OK? Donc ça, c'est la classe de 0. OK? Bon, donc j'ai une infinité d'éléments là-dedans. OK? Et je vais en prendre un. Ils sont tous, ils jouent tous le même rôle, hein, au niveau de l'équivalence, d'accord? De la relation. Voilà, et donc j'en prends un. Alors, j'aime bien dire 0, mais je pourrais aussi dire 1,5, je pourrais aussi dire 17 sur 23, d'accord? Peu importe, hein, n'importe lequel peut être élu, si vous voulez, comme étant un représentant. OK? Ça va? Et donc, je fais ça pour chacune des classes. OK? Et donc, je note. Donc, c'est pour ça que je vous fais tout ça, c'est parce que dans le texte, il y a marqué là. D'accord? Donc, je note, hein, on note. Donc, grand A, bah, l'ensemble, alors ça porte un nom, c'est l'ensemble des représentants des classes d'équivalence.
d'équivalence de, alors de 0, 1 sous R, c'est la sous la relation R, d'accord? Parce qu'on la note, c'est l'ensemble de ces classes-là, d'accord? Ça se note comme ça, ok? Donc 0, 1 sous R. Okay. Ouais. Ouais, ce serait peut-être R sous 0,1 là. Ouais. Bon, bref, c'est pas très grave. Ok. Donc là-dedans, dans A, j'ai un élément et un seul hein, de chaque classe. Vous êtes d'accord? Donc c'est ce que je vous avais mis dans le texte hein, là. D'accord? Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on construit alors un ensemble A de 0, 1 qui contient un unique élément de chaque classe d'équivalence. Ok. Et donc pour tout Q machin, alors je vais reprendre ça. Donc pour tout là, Q dans alors rationnel de 0, 1. D'accord, je vais noter AQ, c'est quoi? C'est l'ensemble des Y de 0, 1. Alors, depuis tout à l'heure, je mets 0, 1 fermé, alors que c'est 0, 1 ouvert en 1, d'accord? Tel que, donc, soit Y moins Q est dans A, ou Y moins Q plus 1 est dans A. D'accord? Donc, AQ, ce n'est pas l'ensemble des représentants, mais il faut, soit je le translate par moins Q, et c'est un de ces représentants-là, soit je le translate par 1 moins Q, et c'est un de ces représentants-là. OK? Alors pourquoi 1 moins Q? Donc depuis tout à l'heure, c'était 0, 1 comme ça. Pourquoi 1 moins Q? Parce que, vous voyez, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. OK? Il faut une symétrie. OK. Alors, bah, hop, je fais 2A. Question 2A. Démontrer que... Alors, montrons que Y appartient à AQ si et seulement si il existe X dans A. Je ne fais que recopier, hein, d'accord? Je ne fais rien d'autre. Tel que Y soit égal à X plus Q ou Y est égal à X plus Q moins 1. OK? Alors là, ça va être facile. En général, je n'aime pas du tout les équivalences, d'accord? Mais là, c'est juste pour pouvoir manipuler. Soit je manipulerai les Y comme ça, cette caractérisation-là, soit je pourrais passer par un X. OK? Donc, allons-y. Donc, par définition de AQ, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que Y est dans AQ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si et seulement si. Donc, la définition, hein, celle qui était ici, d'accord? Si et seulement si, donc Y est dans 0, 1 et Y moins Q est dans A ou Y moins Q plus 1 est dans A, d'accord? Si et seulement si, donc Y dans 0, 1 et donc Y moins Q appartient à l'ensemble grand A ou Y moins Q plus 1 appartient à grand A. Et là, c'est un ou. D'accord? Donc, c'est les deux conditions, et là, c'est l'une des deux. OK? Donc, si et seulement si, Y appartient à 0, 1, et quoi? Et alors, il existe X dans A tel que Y moins Q est égal à X, hein, d'accord? Puisqu'il appartient à A, donc il y a bien un élément X qui est... D'accord? Et pareil pour là, il existe X dans A, donc c'est un OU, tel que Y moins Q plus 1 égale à X, d'accord? Et donc, ça se termine en disant, bon, alors, Y est dans 0, 1 toujours, et quoi? Et on veut Y égale, d'accord? Donc, soit Y est égal à X plus Q, ou Y est égal à X plus Q moins 1. X plus Q moins 1, OK? Et donc, j'obtiens le truc là, OK? Alors, peut-être j'aurais dû mettre ici un... Ouais, j'aurais dû dire que Y, il était dans 0,1 pour pas... Dans 0,1 comme ça, pour pas avoir ce truc-là, OK? Voilà, donc comme ça, quand je veux caractériser un élément Y de AQ, soit je fais la formule de définition, soit je l'écris comme étant un élément de A plus Q ou un élément de A plus Q moins 1. OK? Eh bien, c'est tout. Ah oui, alors non, c'est pas seulement ça, c'est que comme ça, on me dit qu'on peut écrire ainsi, enfin, c'est moi qui le dis, mais bref, AQ est égal à A plus Q inter 0,1, ah oui, union A plus Q moins 1 inter 0,1. OK.
0,1, toujours pareil, il est ouvert en 1. OK. Bon, est-ce que vous voyez pourquoi, d'accord? Parce que quand X, il se balade, d'accord? Donc, le Y est dans AQ, si et seulement si il existe un X de A tel que Y, ce soit A plus Q, d'accord? Cet élément-là, donc translaté par Q, d'accord? Ou translaté par Q-1. OK? Ça va pour ça? Bon, sinon, on peut le démontrer, hein, ce truc-là, hein, d'accord? Que ça revient au même grâce à ça. OK? Bon, je ne le fais pas, c'est pas super intéressant. Enfin, est-ce que vous comprenez bien cette écriture-là déjà? D'accord? C'est-à-dire que AQ, il est obtenu par l'union de deux intervalles. D'accord? C'est l'ensemble A, donc l'ensemble des représentants translatés de Q, mais intersectés avec 0,1, parce que quand je bouge l'intervalle d'accord, A, hop, il va partir de 0,1, d'accord? Donc il faut que je vire qui dépasse. OK? Et pareil, translaté de Q-1, donc translaté en fait de l'autre côté, hein, Q il est plus petit que 1, d'accord? Et pareil, je dois virer, donc je dois faire inter 0,1 pour virer ce qui dépasse. OK? Et donc AQ, c'est A translaté d'un côté, paf, je prends ça, translaté de l'autre, et hop, paf, je prends ça. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, B, bah, je vais le faire ici, tiens. Donc, je sais que AQ, pardon, c'est l'union de ces deux trucs. Je veux montrer que c'est une union disjointe. D'accord? Montrons que, alors, A1 plus Q, voilà, inter 0,1. Donc, le premier truc, intersecté avec A plus Q-1 inter 0,1, donc le deuxième, égale vide. OK? Donc, pour montrer que c'est vide, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a plusieurs possibilités. Bon, on va raisonner par l'absurde, hein, c'est le mieux, non? Ouais, hein. Bah, enfin, il y a plusieurs possibilités, en fait, il n'y a que ça, non? Ouais. Donc, soit, hop, j'essaye de prendre ma feuille comme ça, soit, allez, ouais, non, ouais, raisonnons par l'absurde. Et supposons, il existe Z appartenant à ce truc-là. Bon, ouais, allez, hop, je l'écris. A plus Q inter 0,1, hop, tac, tac, inter. Bon, là, je ne l'écris pas parce que de toute façon, vous ne voyez pas, d'accord? Hein, mais vous avez compris, c'est là-dedans, OK? OK, je suppose qu'il existe un élément. Alors, s'il est dans le premier, donc, quoi? Si Z, il est dans A plus Q inter 0,1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe A dans grand A, tel que Z, il s'écrive A plus Q. Vous êtes d'accord? Il y a un représentant dans grand A, puisque c'est le translaté, OK? Et puis Z, il est aussi dans 0,1, OK. Et puis, de l'autre côté, je sais qu'il s'écrit dans A plus Q-1, inter 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un A' dans A, évidemment, ça ne va pas être le même, tel que ce Z-là, il s'écrive A' plus Q-1. Ça va? Vous êtes d'accord? J'ai juste dit que bah, si Z il appartient à l'intersection, il appartient à lui, donc bah, c'est un élément de un petit a plus Q, et il appartient à lui, donc c'est un petit A' plus Q-1. Les petits éléments, hein, c'est les éléments qui appartiennent à cet ensemble-là. OK? C'est bon? Alors, bah, Z étant égal à Z, hein, ici, on va dire que bah, donc, A plus Q doit être égal à A' plus Q-1. Je vous rappelle que je suis par absurde, donc je cherche une absurdité, d'accord? Une contradiction. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, je vais faire passer. Alors, A, A', ce sont deux éléments de A, d'accord? Et puis les deux autres sont des rationnels. Donc, je fais passer les éléments de A d'un côté. Ça fait que A moins A' est égal à Q moins Q moins 1, c'est-à-dire A moins 1, c'est ça? Ouais. Donc, ça veut dire que A moins A', c'est un rationnel. Ça veut dire que A est en relation avec A'. OK? Mais A est en relation avec A', ça veut dire que donc, alors je vais me mettre ici, donc, hop, donc A et A' sont dans la même classe d'équivalence. OK? Ou que A' est dans la classe d'équivalence de A, comme on veut. D'accord? Et ça, c'est absurde, puisque par définition de grand A. D'accord? Grand A, c'est un représentant des classes d'équivalence, c'est-à-dire il contient
un élément de chaque classe d'équivalence, d'accord? Il ne peut pas contenir à la fois A et A', d'accord? Or là, j'ai A et A' qui sont dans grand A et qui appartiennent à la même classe d'équivalence, d'accord? Ça contredit A. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà. Et donc, de ça, j'en déduis que d'où l'intersection des deux est vide. OK, l'intersection des deux trucs-là est vide. OK? Voilà, il n'y a pas d'élément. Alors, ensuite, alors, je recopie la question. 3. Montrer que l'union pour tout Q appartenant à Q inter 0, 1, alors ouvert cette fois-ci, que je ne me plante pas, à Q égale à 0, 1 comme ça. Raté. 0, 1 comme ça. OK? Alors, comment faire ceci? Alors, une seconde. Je regarde un truc. Toc, toc, toc. Alors, comment faire pour ça? Attendez. Blablabla. Euh, ouais. Bon. Alors, c'est parti. Donc, comment on va faire ça? Eh ben, on va raisonner. Bah ouais. Donc, ça, c'est une égalité de deux ensembles, vous êtes d'accord? Ouais. D'accord. Donc, je vais devoir raisonner par double inclusion. OK? Pour montrer l'égalité de deux ensembles. Hein. Donc, bon, je le mets là. Sinon, je n'ai pas de place après. Raisonnons par double inclusion. OK. Alors, je vais montrer l'inclusion comme ça, qui est la plus facile visiblement, d'accord? Montrons que l'union pour tous les Q appartenant à Q inter 0, 1 de AQ est inclus dans 0, 1. OK? Alors ça, c'est facile parce que maintenant, montrer qu'une union de trucs est inclus dans 0, 1, il faut montrer que chacun des trucs est inclus dans 0, 1. D'accord? Ouais. Mais ça, c'est facile parce que je sais que comme AQ, il s'écrit comment? Il s'écrit A plus Q inter 0, 1 union A plus Q moins 1 inter 0, 1. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord? C'est la définition de AQ, par définition. Hein. Donc, ça, je pourrais l'écrire A plus Q, donc union A plus Q moins 1, OK? Inter 0,1 comme ça. Ouais? D'accord avec les trucs, la distributivité, enfin bref, les relations entre l'inter et l'union. D'accord? Puisque j'intersecte tous les deux avec 0,1, donc je peux grosso modo le factoriser ici. OK? Et donc, ça me dit quoi? Ça me dit que le AQ, il est inclus dans 0,1. OK? Raté, ouvert. Voilà. D'accord? Et donc, comme ainsi, quel que soit Q dans alors, 0, 1 interrationnel, donc pour tout rationnel de 0, 1, AQ est un élément de 0, 1, d'où l'union de tous les AQ, donc l'union pour tous les Q appartenant à Q inter 0, 1 de AQ est inclus dans 0, 1. OK? Donc voilà la première partie. Ah bah alors, bon, je vais changer de feuille, tant pis. OK? Maintenant, la deuxième partie. Donc, hop, hop, 6. Donc, qu'est-ce que je veux montrer? Moi, je veux montrer, il faut que je retrouve mon sujet, il est là. Donc, l'inclusion comme ça, qui est moins simple. Montrons que, alors que 0,1, cette fois-ci, est inclus dans l'union pour tous les Q appartenant à Q inter 0,1 des AQ. OK? Alors, ça a peut-être l'air moins facile. Ouais. D'accord? Donc, comment est-ce que je fais pour montrer cette union-là? Ben, je vais prendre un élément d'ici et je vais montrer qu'il est là-dedans. D'accord? Donc, soit X appartenant à 0,1. OK?
Ça va? Bon, eh ben, c'est bon, non? C'est gagné, non? Vous ne croyez pas? Pour montrer qu'il est dans l'union de tout cela, il faut montrer qu'il est dans au moins un seul. Ouais. Donc, voilà. Soit, alors, non, je recommence. D'après le cours, hein, vous savez, d'après le cours sur les relations d'équivalence, hein, d'accord? Donc, on sait, ça fait un O, on sait que l'ensemble des classes d'équivalence de 0,1 pour R, voilà, comme ça je ne vais pas, d'accord, forme une partition de 0,1. Une partition de 0,1. D'accord? Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe un A dans grand A tel que X il soit dans la classe de A. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que X est dans la classe de A, parce que j'essaie de retrouver le Q qui est ici. Hein, d'accord? Donc, X est dans la classe de A, ça veut dire que donc, X est en relation avec A, c'est-à-dire que X moins A appartient à Q. Alors, raté, appartient à Q. D'accord? Et là, j'ai gagné. Donc, c'est-à-dire qu'il existe Q dans Q. Ouais. Alors, voilà, c'est là où ça se complique. Alors, donc, X moins A dans Q, oui. Alors, en fait, on ne connaît pas, vous êtes d'accord, on ne connaît pas la position relative de X et de A. D'accord? Je ne sais pas si l'un des deux est positif ou pas. Ouais. OK, donc je vais séparer en deux cas, peut-être pour faire... donc, je vais faire une disjonction des cas pour vraiment faire formel. D'accord? C'est peut-être pas simple, mais je vais faire formel. OK? Donc, si X moins A est positif, d'accord? Alors, c'est bon. Hein, donc, il existe Q dans Q, en fait, dans 0,1, tel que X moins A soit égal... Non, c'était un A là, et là, c'est Q. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc X appartient à... non. Que X est égal à Q plus A avec A dans grand A. D'accord? Donc, X appartient à ce AQ-là. Vous êtes d'accord? Ouais. Et dans l'autre cas, si, alors là, c'était positif ou nul d'ailleurs. Okay, si X moins A est strictement négatif, alors c'est A moins X. J'ai des zéros qui ressemblent à des A, des Q qui ressemblent à des A. Alors, A moins X, il est strictement positif, d'accord? Toujours compris entre 0 et 1. OK? Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'il existe Q appartenant au rationnel inter 0,1 tel que X moins A soit égal à Q. D'accord? OK, c'est pour ça que j'ai distingué les trucs, c'est que X moins A, ça se trouve, c'est un négatif. OK? Voilà, X moins A est dans Q, et donc quoi? Donc X, il s'écrit Q plus A, d'accord? Donc il appartient à grand A Q, avec ce Q-là, hein, d'accord? Ça, c'était Q', par exemple, Q', prime, prime. OK? Voilà. Et donc, de la disjonction des cas, qu'est-ce que j'en déduis? C'est-à-dire que, d'accord, le premier cas, il appartient à un AQ, dans l'autre cas, il appartient aussi à un AQ, ce n'est pas le même Q, mais ce n'est pas grave. OK? Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que, dans tous les cas, X, et enfin, il existe Q appartenant à Q inter 0,1, les rationnels de 0,1, tels que X, c'est ça, ouais, c'est X que j'ai, X appartiennent à AQ. D'accord? Donc, a fortiori, X, il appartient à l'union pour tous les Q appartenant à Q inter 0,1. D'accord? A fortiori, vous êtes d'accord? Là, il en appartient à... Hop, excusez-moi, il y a le logo du machin. X, il appartient à un seul, donc il appartient à l'union de tout le monde. OK? Et voilà. Et donc, j'ai démontré l'autre inclusion. D'où la seconde inclusion. OK, alors, je termine pas en vous disant que, d'accord, les deux sont donc égaux, d'accord? C'est... Ouais. Alors, peut-être une parenthèse, une petite remarque. Voilà. En fait, donc,
essayez de vous habituer à ça, aux méthodes, c'est-à-dire, vous voyez, moi j'insiste beaucoup là-dessus, ça à démontrer, c'est-à-dire il faut démontrer une égalité de deux ensembles, donc on va raisonner par double inclusion, d'accord? Première inclusion, il faut que je démontre ça. Comment je fais? Ben, pour montrer que l'union de plein de trucs est inclus là-dedans, il faut que je montre que chacun est inclus là-dedans, d'accord? Et donc j'en prends un, et voilà, et je dois montrer que un est inclus là-dedans, et voilà, ok? De l'autre côté, je veux démontrer qu'un truc est contenu dans une union. Donc, je vais prendre donc, un ensemble inclus dans un autre. Je vais prendre un élément de l'ensemble, d'accord? Et maintenant, montrer que cet élément-là appartient à cette union-là, ça veut dire qu'il existe un élément ici tel que cet élément-là appartient à l'ensemble AQ spécifique, d'accord? Et après, il appartiendra donc à l'union. Vous comprenez l'idée? D'accord? Donc, en fait, on se ramène beaucoup à des méthodes voilà, pour simplifier en fait le truc. Et donc, les démonstrations, j'essaie de les faire très structurées à ce niveau-là. OK? Regardez, en fait, ce Parfois, que c'est un vous peu venez lourd, de mais dire, voilà. Oui. enfin, vous venez de dire que on va prouver qu'un élément appartient à un Alors, ensemble. attendez, une seconde. Essayez d'augmenter votre son parce que je vous entends presque pas. Pardon, j'étais loin. Vous avez dit que on essaie de prouver qu'un élément, donc là c'était X appartient à un ensemble, Oui, et par implication, il va aussi appartenir à l'union. oui, oui. Parce que s'il appartient, enfin, si, c'est pas nécessaire, c'est vrai, mais c'est suffisant. S'il appartient à l'un, il appartient à tout le monde. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord? Donc, c'est vrai que ici, là, dans le truc, c'est une condition suffisante, mais non nécessaire, hein. Enfin, bon, de toute façon, il n'y a que ça, hein, en réalité, hein. Mais bon, OK? S'il appartient à l'un, il appartient forcément à l'union. OK? Voilà. Alors, je n'ai pas dit, mais je pense que les AQ sont 2 à 2 disjoints, un truc du genre, hein. Donc, si je ne me trompe pas, de toute façon, il ne peut pas appartenir à deux. OK? D'accord, merci. De rien, de rien. C'est bon pour ça? Donc, alors, attendez, je reprends mon sujet. Hop. OK. Alors maintenant, donc, maintenant, on va montrer que c'est pas possible d'avoir ma fameuse mesure, d'accord? Donc 3, c'est ça, hein, j'en suis à 3, non? Ah non, à 4. OK. Donc M, ça va partir de P de R, tout le monde, dans R plus bar. OK. Et elle vérifie M de, donc mon intervalle 0,1 comme ça, est égal à 1. OK. Et M invariante par translation. Voilà. Alors, 4A, montrons que pour tout Q de 0,1, donc de rationnel 0,1, la mesure de l'ensemble AQ, c'est la même que la mesure de A. OK? Alors, comment on va faire ce truc-là? Bon, ben, je vais peut-être utiliser le fait que... ouais, je vais utiliser le fait que AQ, je puisse l'écrire A machin, d'accord? Donc, alors, c'était quelle question? C'était quelle question? C'était la question de A. Par 2A, on a, OK, AQ, c'est égal à, alors, A translaté de Q, inter, non, inter 0,1, je ne sais pas pourquoi je mets Q, là, inter 0,1, ouvert, union avec, union disjointe, en fait. Alors, union disjointe, parfois, on note comme ça, et c'est pas mal de séparer. A plus Q moins 1, inter 0,1, comme ça, OK? Ouais. Alors, il faut que je montre ça. OK, OK. Oui. Donc, ouais, alors il me manque quand même le sigma additif, non? Hein, ouais. Invariante par son relation, d'accord. Et j'ai oublié ça, enfin, je l'ai mis dans la question d'après, hein. On déduit que M n'est pas sigma additif, donc il faut quand même le supposer ici, hein.
et M sigma additive. Ouais, il faut le supposer à ce niveau-là, OK? D'accord? Parce que là, je vais devoir l'utiliser, d'accord? Alors, donc ces deux ensembles-là sont disjoints. Bah, voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, par sigma additivité de M, qu'est-ce que j'aurai? Bah, oui, j'ai que M de AQ, c'est égal à M du premier, A plus Q inter 0,1, raté, plus M de A plus Q moins 1 inter 0,1. OK? Alors après, donc vous voyez que je vais pouvoir utiliser l'invariance par translation, mais ce n'est pas simple parce que je dois intersecter avec 0,1, d'accord? OK, alors, pour faire simple, je vais dire que là, c'est la même chose que donc cet ensemble-là, d'accord? Donc mesure de, bon, OK. Cet ensemble-là, c'est le même que, alors je vais le translater de 1, plus 1, d'accord? Donc c'est A plus Q, inter, 1, 2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je translate celui-là de 1, d'accord, puisque M est invariante par translation. Et donc cet ensemble-là, il a la même mesure que l'ensemble ici. Ouais. Donc M de A plus Q inter 0,1. OK? Je refais la sigma additivité, mais dans l'autre sens. D'accord? Vous êtes d'accord que là, il y a un intervalle qui est contenu, enfin ça c'est un ensemble qui est contenu dans 0,1 et ça c'est un ensemble qui est contenu dans 1,2. D'accord? Donc forcément, ils sont disjoints puisqu'il n'y a même pas le 1 en commun. OK? Lui, il n'y a pas de 1 là, il y a 1 là. D'accord? Donc comme les deux ensembles ici et ici sont disjoints, deux ensembles disjoints, d'accord? Qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que ça me fait M de, alors, A plus Q inter 0,1, union disjointe, je le marque comme ça, A plus Q inter 1,2. OK? Tac, tac. Donc ça, ben, maintenant, je fais juste la théorie des ensembles. Hein. Ça, c'est la mesure de... Alors, je peux factoriser par A plus Q. Factoriser, ce n'est pas vraiment le terme, mais bref, c'est l'idée. Inter, et ça me fait 0,1. Bon, je le fais bien. 0,1 union 1,2. OK? Comme ça. Ça va? Alors, il y a des parenthèses de tous les côtés. D'accord? 0,1 union 1,2, c'est-à-dire 0,2. Donc, c'est égal à M de A plus Q inter 1,2, 0,2, pardon. OK? Et comme A, il est compris entre 0 et 1, d'accord? Donc, A, il est inclus dans 0,1. D'accord? Q, il est lui-même inclus dans 0,1, puisque c'est un élément rationnel de... Ah mince, vous ne voyez pas. Hop. Donc, A, il est compris dans 0,1. Q, il est compris dans 0,1 lui-même. C'est un rationnel de 0,1, d'accord? Donc, quand je translate A de Q, ça reste dans 0,2. Vous êtes d'accord? Au mieux, c'est 0,2. Ouais? D'accord? Donc, voilà. Donc, A plus Q, c'est un ensemble qui, de toute façon, est compris dans 0,2. Donc, quand j'intersecte dans 0,2, ça me fait quand même A plus Q. D'accord? Ouais? Car A plus Q est inclus dans 0,2. D'accord? Et puis là, bah, j'utilise le fait que M soit invariante là, désolé, par translation, d'accord? Pour dire que M translaté de Q, sa mesure est la même chose que A. OK? Est-ce que ça va pour ça? C'est bon? Ouais. Voilà. Alors, par contre, il fallait supposer que c'était sigma additif pour pouvoir casser l'union ici, hein, d'accord? OK, donc j'ai bien démontré que M de A plus Q est égal à ça. Et donc maintenant, donc, le 4B, on va en déduire une contradiction, d'accord? 4B, déduisons-en. Déduisons-en une contradiction. OK? Alors, qu'est-ce que je sais? Donc, je vais prendre la question 3, en fait, d'accord? D'après 3,
on a que l'union pour tous les Q appartenant à donc Q inter 0,1 DAQ égale à 0,1. OK? Alors, c'est maintenant qu'il va falloir que je montre que les AQ sont 2 à 2 disjoints. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez pourquoi je veux démontrer ça? L'idée, c'est encore d'utiliser la sigma additivité, c'est-à-dire de dire, comme ils sont 2 à 2 disjoints, la mesure de l'union est égale à la somme des mesures des trucs. D'accord? Ouais. OK. Donc, montrons que les AQ sont 2 à 2 disjoints. J'aurais dû mettre la question avant. Si c'est la seule façon de faire, si c'est la seule façon de faire. Bon, alors allons-y. Donc, je prends 2 Q, donc soit Q' dans 0,1. Donc, je prends, comme j'en prends 2, je mets carré, tel que Q soit différent de Q'. D'accord? Et je veux montrer que AQ inter AQ' égale vide. OK? Alors, pour montrer l'ensemble vide, pareil, je vais raisonner par l'absurde. Supposons que il existe, je l'appelle Z, ça vous va? Dans AQ inter AQ'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc Z, il est dans AQ, c'est-à-dire, donc AQ par définition, c'était qui déjà? AQ, AQ, AQ. C'est quoi la définition de AQ? Bon, je vais prendre le truc comme ça, non? Je sais pas. C'est quoi la définition de AQ? Ah, il est là. Ça veut dire que donc Z est dans AQ, ça veut dire que Z moins Q est dans A ou Z moins Q plus 1 est dans A. OK. Donc, Z moins Q appartient à A ou Z moins Q plus 1 appartient à A. D'accord? Et pareil pour Z', hein, d'accord? Non, pour Q', je veux dire, Z moins Q' appartient à A ou Z moins... Waouh. Non, c'est quoi? Non, c'est Z... Attendez, c'est que je me plante là. C'est moins Q plus 1. Moins Q' plus 1 appartient à A. OK? Alors, ça, je sais que c'est un et, hein, d'accord? Alors là, c'est là où c'est embêtant, c'est que c'est ça ou ça, et puis c'est ça ou ça, d'accord? Donc, je vais avoir 4 possibilités, OK? Alors, je ne vais pas tout faire, hein, d'accord? On va faire de même, hein, d'accord? Donc, premier cas, normalement, c'est ce qu'on appelle l'épuisement des cas. Hein, épuisement des cas, d'accord? Mais si je fais les 4, c'est moi qui va être épuisé, hein, d'accord? Donc, ça va être, par exemple, ça et ça, d'accord? Puisque j'ai un ou à chaque fois, OK? Donc, si Z-Q appartient à A et Z-Q' appartient à A. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe A dans grand A et A' dans grand A, tel que donc Z-Q soit égal à A et Z-Q' soit égal à A'. D'accord? Ça, j'en déduis que, donc, puisque Z égale à Z, d'accord? Que A plus Q égale à A' plus Q'. D'accord? Et comme tout à l'heure, ça me fait que A moins A' est égal à Q' moins Q. D'accord? Q' et Q, ce sont deux rationnels, donc ça, c'est dans Q. OK? Ce qui me dit que A est en relation avec A'. D'accord? Et ça, c'est absurde. Car, par définition, grand A, grand A ne possède pas deux éléments de la même classe d'équivalence. Là, même, hop, classe d'équivalence. OK? Et vous voyez que des équivalences. OK? Et vous voyez que les 4 cas, on va les faire, ça va être toujours la même chose, d'accord? Deuxième cas. Donc, je vais garder si Z moins Q est dans A. Et donc, j'ai pris ça. Et puis, je vais prendre lui, d'accord? Z moins Q' plus 1 appartient à A. OK? Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite, hein, histoire de. Donc, je vais dire que, donc, alors, je vais prendre A et A' dans grand A, tel que, OK? Donc, je mets ça, A' dans grand A carré,
tel que, donc Z moins Q soit égal à A, et Z moins Z moins Q' plus 1 soit égal à A'. D'accord? Donc ça, j'en déduis quoi? J'en déduis que, alors, Z est toujours égal à Z, hein, donc A plus Q est égal à A' plus Q' moins 1. Ouais, d'accord? Voilà, mais vous voyez que donc ça me fait que le A moins A' est égal à Q' moins Q moins 1, mais c'est encore dans Q, ça. Hein. Vous êtes d'accord? Et donc, j'en déduis que A est en relation avec A', et c'est toujours absurde, et ainsi de suite. OK? Ça va, vous êtes d'accord? 8. OK, donc je fais les 4 cas, hein, d'accord? Voilà. Donc, à l'issue des 4 cas, hop, vous voyez là. Donc, à l'issue des 4 cas, on en déduit à chaque fois une absurdité, d'accord? À chaque fois une absurdité. Donc, qu'est-ce qui était absurde? Bah, c'est le fait de supposer, hein, ici, tac, tac, donc 3, 4, c'est de supposer qu'il existe un Z dans l'intersection, d'accord? OK, donc, il n'existe pas de Z, hein, donc, il n'existe pas de Z dans l'intersection de AQ et de AQ', c'est-à-dire que bah, l'intersection des deux est vide. Ça va? Voilà, voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux dire que d'où, quand je fais M de l'union pour tous les Q appartenant à Q inter 0,1 de AQ, d'accord? Ceci est une union disjointe. Vous êtes d'accord? OK? D'où l'union TOC AQ Q dans Q inter 0,1 est une union disjointe. Disjointe. Et donc, par sigma additivité, d'accord? Puisque je suppose que M est sigma additive, ben, M de l'union disjointe des AQ, ça doit me faire la somme, donc pour tous les Q appartenant à Q inter 0,1, de M de AQ. D'accord? Mais ce truc-là, c'est aussi égal à la somme pour Q appartenant à Q inter 0,1 de M de A. OK? Et c'est là où j'ai mon absurdité. D'accord? Parce que ça, c'est aussi M, d'accord, de 0,1, puisque par 3, hein, on avait montré que l'union des AQ pour ça, c'était 0,1. D'accord? Et ça, on a dit que c'était 1. OK? Ça va? Voilà. Et donc, ça, c'est absurde. Pourquoi? Alors, ceci est absurde car ceci est absurde car. Donc, je fais une somme infinie. Vous êtes d'accord que des rationnels de 0,1, il y en a une infinité, d'un même nombre, d'une constante, et ça doit me donner 1. Ça, c'est absurde. D'accord? Il y a deux possibilités. D'accord? Si M de A est nul, alors, d'accord, le A, hein, il est fixe, hein, d'accord? Alors, bah, la somme infinie de 0, ça fait 0. Vous êtes d'accord? De M de A, ça vaut 0, d'accord? Et sinon, ça veut dire que M de A, il est strictement positif. Alors, il vaut je ne sais pas quoi, mais 0,0001, d'accord? Ah, bah c'est bon. Ça veut dire que la somme infinie pour tous les rationnels de 0,1 de M de A, ça vaut plus l'infini. Vous êtes d'accord? Mais en aucun cas, ça ne peut valoir 1. D'accord? Ça vaut soit 0, soit plus l'infini, puisque j'ai sommé une constante. Si la constante est nulle, bah, ça vaut 0. Si la constante est nulle et positive, quoi, strictement, ça vaut l'infini. OK? Ça va? Voilà. Et donc, on a déduit une absurdité. D'accord? Donc, la conclusion, c'est que il n'existe pas de fonction donc M définie sur donc l'ouvert 0, 1 et vérifiant les propriétés qu'on voudrait et vérifiant donc M de 0,1, la mesure de l'intervalle, ça devrait être 1, M invariante par translation, et M sigma additive.
Ok, c'est pas possible d'avoir ces trois choses-là. D'accord? Ouais. Voilà, donc pour revenir avec la présentation initiale, d'accord? Euh, on cherchait dans le début hein, euh, à mesurer, on se demandait est-ce que je peux prendre tous les intervalles réels hein, pour avoir cette théorie de la mesure là qui m'intéresse, quoi, d'accord? C'est-à-dire que bah, ça coïncide avec la longueur des intervalles, donc en particulier 0,1, ça doit être la mesure de 0,1, ça doit être 1. Que ça soit invariant par translation, puisque si je prends 1, 2, hein, il faut aussi que ça soit la longueur 1, etc. Et donc sigma additif, c'est-à-dire que quand je fais l'union enfin la mesure de l'union de certains trucs, d'accord, ça va être la somme des mesures des trucs, ok, ce qui a l'air assez logique, ok. Voilà, donc ça montre qu'on ne peut pas le faire pour toute partie de A, ok. D'où la suite du cours, c'est-à-dire on va donc dans la suite du cours, on va s'intéresser moralité, d'accord, pour avoir une mesure. Alors, je n'écris peut-être pas droit pour vous. Pour avoir une mesure, d'accord, on doit se restreindre à certains intervalles, certaines parties de P de R. D'accord? Ouais. Alors, ce n'est pas seulement les parties qu'on va s'intéresser, en fait, on va s'intéresser à la structure de ces parties-là. D'accord? C'est-à-dire, je vais pouvoir mesurer certains éléments, d'accord? Et puis, je vais pouvoir faire l'intersection, faire l'union, faire des trucs comme ça, d'accord? Sur ces éléments-là, la complémentation, ok? C'est surtout la structure qui va m'intéresser, de définir la structure, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on verra plus tard. C'est donc là où va arriver la notion de tribu, d'accord? Structure de tribu, ok? Alors, eh ben voilà, c'est déjà ça pour la partie 1. 11h11, waouh, ok. Est-ce que ça va pour cet exo-là, du numéro 2? Donc, j'ai fait une faute dans mon énoncé. Hein. J'aurais dû vous dire que M était sigma additive et 4B dire montrer l'absurdité. Est-ce que ça va? Hein. Oui, ça va, monsieur. C'est bon? Ok. C'est déjà ça. Alors, est-ce que ça vous dit de faire 5 minutes de pause? Parce que moi, je parle beaucoup là et j'ai peut-être besoin d'un peu de café pour, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, on fait 5 minutes de pause, ça vous va? Oui, ça nous dit. Ça vous dit? Ah ouais, même 10, c'est ça? Dans 5 minutes, d'accord? Donc, je coupe le son parce que mon micro-ondes, c'est comme un avion qui décolle, quoi. Donc, je coupe le son et je reviens dans 5 minutes, ok? Alors, à tout de suite.
Hop, OK, je suis de retour. Alors, une seconde que je reprenne tout ça, tout ça. Ouais, c'était trop fort. Alors, donc, ça, c'est fini. Et donc, on va passer au cours, d'accord? Attendez, ça, je ferme. Pof. Ouais. Alors, une seconde. Waouh, la fenêtre est énorme. Hop, vous n'allez pas tout voir. Attendez une seconde. OK. Bon, on essaye de faire ça. Donc, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Mhm. Oui. Non. Oui, C'est bon? OK. Merci. Euh, Alors, attendez, j'essaye juste de mettre la fenêtre un petit peu mieux, si je peux. Ce sera mieux. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien le truc. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je fais le cours finalement de numéro 2, d'accord? Donc, on a vu que ce n'était pas possible d'avoir une mesure avec toutes les qualités qu'on lui trouve, d'accord, sur l'ensemble des parties de R. Alors, en fait, on va prendre, donc, on va définir une mesure extérieure donc, de Lebesgue. Et là, les propriétés de la mesure extérieure, en fait, sont les propriétés de l'exo 1. Alors, je viens juste de fermer la fenêtre, dommage. Mais dans l'exo 1, on avait vu que si on avait une mesure sur un certain ensemble, d'accord, qu'on appelle donc tribu, alors forcément, elle était croissante, elle était, je ne sais plus trop quoi, et sous-additive, d'accord, la propriété de sous-additivité, d'accord. Donc pour l'instant, on va faire ça, c'est-à-dire on va définir une mesure extérieure justement ayant ces propriétés-là. Alors, donc extension de la notion de longueur d'intervalle réel. Donc I en intervalle réel, alors ça on connaît déjà, hein, si I est borné, alors sa longueur, c'est la différence des deux extrémités, donc que I soit AB, ouvert, fermé, peu importe, d'accord, semi-ouvert, machin, la longueur de I, ça va être B-A. Et puis si l'intervalle n'est pas borné, L de I, c'est plus l'infini, d'accord. Donc si I, c'est un intervalle du style racine de 2 plus 3, et puis de l'autre côté, plus l'infini, eh ben, c'est plus la longueur et plus l'infini. Bon, rien de génial. Et ensuite, on étend la notion de longueur à l'union d'intervalles disjoints, c'est-à-dire que l'union de deux intervalles disjoints, la longueur de l'union, pardon, la longueur de I1 union I2 disjoint, c'est la longueur de I1 plus la longueur de I2. Okay, et tout ça, je peux comme ça dire que la longueur de l'union disjointe des IK, c'est la somme des longueurs de IK. Alors que ça soit fini ou infini, cette somme-là, elle a un sens. OK, ça va? Bon, pour l'instant, il n'y a rien de génial. Alors, néanmoins, il faut, pour être propre, hein, il faut quand même savoir additionner, puisqu'on a dit que là, on a plus l'infini. Donc, il faut savoir additionner, faire une somme avec éventuellement un réel et plus l'infini. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur, attendez que je vais la retrouver, sur, donc, où est-ce que c'est passé? Non, c'est pas ça. Sur les... Hop, une vidéo. Hop, c'est où? Voilà, sur la droite réelle, où je vous ai rappelé qu'est-ce qu'était la droite réelle prolongée, vous savez, achevée, comme on dit. D'accord, donc R bar, voilà, et où les sommes, hein, l'addition est étendue. Et donc voilà, je vous ai juste rappelé ça, et c'était justement pour pouvoir définir ça proprement. OK, voilà. Et enfin, comme les séries ici sont toujours à terme positif, en fait, elles convergent toujours dans R bar. C'est-à-dire, soit ça converge vers un réel, soit c'est plus infini. D'accord? Mais comme j'additionne des nombres positifs, hein, je ne peux pas faire autre chose que soit converger vers un réel, soit converger vers plus l'infini. OK? Voilà. Attendez, je vais essayer de faire un peu plus haut, je crois que vous ne voyez pas tout. Voilà. Définition de la mesure extérieure d'une partie de R. OK, alors on va y aller lentement. Donc je vais prendre A, une partie non vide de R. OK? Donc c'est un truc qui est assez bizarre, c'est assez compliqué, hein, d'accord? Vous avez vu, on peut avoir
même ça, c'est simple à expliquer. Enfin, je peux avoir un intervalle, union des points singuliers, union des points, mais plein de points bizarrement faits, c'est-à-dire ça peut être une partie inter-Q, une partie inter les irrationnels. Et quand je vous dis ça, c'est encore une superstructure, vous voyez, Q, R, etc. D'accord? Si ça se trouve, c'est vachement plus compliqué que ça encore. OK? Voilà. Alors, donc, on va dire que cette partie-là, je vais la recouvrir par un recouvrement dénombrable, donc d'ouverts non vides bornés. Donc, des ouverts non vides bornés, des intervalles ouverts non vides bornés, donc des AB ouverts, d'accord? Je connais la longueur, et puis je vais faire ça. OK? Alors, pourquoi est-ce que je peux toujours faire en nombre dénombrable? Parce que R n'est pas dénombrable. D'accord? Et ça, c'est la vidéo que je vous ai faite sur... hop là. D'accord? Ici, je vous ai rappelé ce qu'étaient les cardinaux, la théorie des cardinaux, d'accord? Et donc, je vous ai rappelé que Q est dénombrable, R n'est pas dénombrable. Hein. Voilà. Et donc, comme je peux prendre comme une partie de R, ça peut être non dénombrable, comment est-ce que je fais pour être sûr de pouvoir couvrir cette partie-là par un nombre réel, dénombrable, pardon, d'intervalles réels ouverts, ok, non vide borné. Ok. Alors, comment c'est assez facile, c'est que je peux prendre des ouverts du style 0 ouvert 1, 1, 2, etc. Enfin, ou 1,5, 2, etc. D'accord? En nombre fini. Et déjà, ça va me faire en nombre infini, pardon. Et déjà, ça va me faire un recouvrement de R. Ok? Voilà, donc ils sont peut-être énormes, hein, ces intervalles-là. D'accord? Voilà. Et pour chacun de ces recouvrements-là, donc il en existe au moins un, d'accord? Eh bien, je peux associer la longueur de ces intervalles, la somme des longueurs de ces intervalles. OK? Alors attention, je n'ai pas dit que les intervalles étaient 2 à 2 disjoints. Hein. J'ai dit juste qu'ils étaient non vides et bornés. D'accord? Voilà. Et donc, je vais définir la mesure extérieure comme étant l'inf de toutes ces valeurs-là. Donc, la somme des longueurs des intervalles, d'accord, telle que A soit recouvert par cette union dénombrable d'intervalles. OK? Ça va? Donc, imagine n'importe quelle partie de A. De toute façon, elle est couverte par les intervalles du style 0,2, enfin, je vais prendre dans R+, hein, pour faire simple, 0,2, inter 1, 3, enfin, 0,2 pour le premier intervalle, 1, 3, 2, 4, etc. Ouais, vous êtes d'accord? Ça va être des intervalles réels, ils sont bien bornés chacun, ils sont non vides, d'accord? Tous ouverts, ok, j'en ai un nombre dénombrable. Et puis, comme je vais recouvrir largement R, c'est bon, j'aurai recouvert ma partie A, d'accord? Donc ça, c'est non vide. Et dans R, eh bien, il y a la propriété de la borne sup, et donc de la borne inf, hein, c'est la même chose, qui me dit que de tout ensemble réel minoré, donc minoré par 0, puisque ce sont que des réels positifs ici, non vide, donc non vide, hein, il y a un recouvrement, je peux admet, pardon, une borne inf. Okay, et donc ça, c'est bien défini. Est-ce que pour l'instant, ça va pour tout le monde? Ouais. D'accord? Donc la borne inf, on va l'utiliser plusieurs fois, donc on fera peut-être des rappels dessus. Mais voilà. OK. Alors, ça, c'est ma mesure extérieure de A, d'accord? C'est l'inf de la somme donc de l'ensemble constitué par la somme des longueurs des intervalles ouverts bornés qui recouvrent la partie A. OK? Alors, j'ai que M, la mesure extérieure, donc je me note l'étoile extérieure. Hein. M étoile de vide, ça fait 0. Et M étoile d'un singleton, c'est 0 aussi. OK? Alors, comment faire? Alors, je ne vais peut-être pas démontrer le premier, il est un peu nunuche, hein, d'accord? Voilà. Le deuxième. Pourquoi M étoile d'un singleton, ça fait 0? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je considère tous les recouvrements du singleton par des ouverts. OK? Alors, X, il peut être recouvert par l'ensemble, il peut être couvert, oui, par l'ensemble X moins epsilon sur 2, X plus epsilon sur 2. Vous êtes d'accord? Ça, c'est un intervalle ouvert, borné. Voilà. Tous les autres, je prends vide, par exemple. OK? Et ça me fait bien un recouvrement dénombrable d'ouvert borné, d'intervalle ouvert borné qui recouvre le singleton X. D'accord? Il est dans le premier, et puis tous les autres, je m'en fiche, je me rends vide. OK? Voilà. Et donc, quoi? Et donc, je sais que la mesure de ce singleton X,
C'est donc par définition l'inv de tout cela. Et comme il y a celui que je viens de vous dire là, il est là-dedans, d'accord? Donc la mesure de singleton, elle est plus petite que celle-là, d'accord? Que ce epsilon-là. OK? Vous êtes d'accord avec moi? Le premier intervalle, le I0, il est longueur epsilon, d'accord? Et donc, comme la mesure extérieure de x, c'est l'inv de tout ça, donc elle est en particulier plus petite qu'epsilon. Epsilon étant quelconque, ça veut dire que m étoile de vide, c'est inférieur ou égal à 0, mais comme une mesure extérieure, c'est toujours positif, ça veut dire que c'est égal à 0, d'accord? Je l'ai coincé entre 0 ici et puis epsilon de l'autre côté. Je fais tendre epsilon vers 0 et ça me dit que m étoile d'un singleton, la mesure extérieure du singleton, c'est 0. OK? Voilà, par exemple, comment on peut faire. OK? Ensuite, deuxième propriété, M étoile, donc tel qu'on l'a défini avec l'inv des recouvrements, des longueurs d'intervalle recouvrement, etc., elle est monotone, c'est-à-dire que si A est inclus dans B, alors j'ai M étoile de A qui est plus petite que M étoile de B. Alors comment montrer ça? Donc pour définir M étoile de A, il faut que je prenne un recouvrement de M étoile de B, pardon, je dois prendre un recouvrement de B par des par des intervalles ouverts bornés. Okay. Allons-y, je prends donc IK, un recouvrement de B par des ouverts. Alors des ouverts bornés, ici, il faut borner. Okay. Voilà, comme A est inclus dans B, ce recouvrement de B, c'est aussi un recouvrement par des ouverts bornés de A. Vous êtes d'accord? Il y a aussi un recouvrement de A, de A par des ouverts. Là, c'est A. OK. Ça va? Donc, le plus petit, celui qui donne le M étoile de B, d'accord, le plus petit, quand je prends les longueurs des intervalles, etc., le plus petit, il est donc plus grand que n'importe que certains de M de A. Vous êtes d'accord? Voilà, donc comme tout recouvrement de B par des ouverts bornés étant aussi un recouvrement de A par des ouverts bornés, on en déduit que M étoile de A est plus petit que M étoile de B. D'accord? Je prends l'inf ici. Il existe de toute façon des recouvrements de A qui vérifieront ça, et donc le plus petit de A, il est plus petit que le B, que le plus petit de B. C'est bon? Ouais? D'accord? Voilà. On pourrait exactement dire la chose suivante, c'est que si on a deux parties, enfin deux ensembles comme ça, un inclus dans l'autre, alors l'inf du plus grand est plus grand que l'inf du plus petit. Ouais? Voilà, pour la deuxième propriété. Ensuite, un exercice. Alors, je l'ai fait comme ça rapidement. J'espère que je ne me suis pas trop planté. Donc, en fait, l'idée, donc, hop, je vais changer et je vais passer à la feuille. OK. Donc, ça, c'est... Attendez, je suis à quelle feuille, là? 9, 10. Donc, 11. Donc, exo. Donc, l'idée de cet exercice, c'est de... Alors, soit C, donc... C, ça va être un ensemble de points xk, d'accord? Un ensemble de réels, un ensemble dénombrable, pardon, de réels. D'accord? Le but, c'est de montrer que la mesure extérieure de cet ensemble-là, de C, est égale à 0. OK? Ça va? Alors, pour ce faire, donc, il faut quoi? Il faut que je recouvre, donc l'idée, la méthode, pour montrer ça, d'accord? Méthode. C'est donc de recouvrir C par une union, par une famille dénombrable, plutôt, une famille dénombrable d'intervalles ouverts. Alors, à chaque fois, j'oublie borné. Borné. Oui. Hop, pardon. D'accord. Et puis, dont la somme des longueurs de cet intervalle, évidemment, est arbitrairement petite. Vous êtes d'accord? Je vous rappelle que M étoile de C, par définition, c'est la borne inférieure de l'ensemble des sommes de longueur des IK, donc K dans N,
avec IK des intervalles ouverts bornés, recouvrant R, recouvrant A, recouvrant C, pardon, recouvrant la CC. OK? D'accord? Voilà. Alors, pour faire ça, donc, il faut que je connaisse une somme de longueur qui tende vers 0, d'accord? Qui soit aussi petite que je veuille, d'accord? Alors, la première étape, on va regarder la série géométrique, hein, d'accord? Bon, calculons. Donc, la somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini des 1 sur 2 puissance k. OK? Bon, allons-y. Hein, on a par somme des suites, non, somme des termes d'une suite géométrique. Alors, quand je prends la somme de k égale à 1 jusqu'à n des 1 sur 2 puissance k, d'accord? Ça me fait quoi? Donc, le premier terme pour k égale 1, ça me fait 1 demi fois 1 moins la raison, c'est 1 demi. D'accord? Là, hein, vous reconnaissez bien les termes d'une suite géométrique, de premier terme, donc 1 demi, et de raison 1 demi. On est d'accord? Fois le nombre de termes, il y en a n, sur 1 moins la raison, 1 moins 1 demi. OK? Donc, voilà. Donc, ceci, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de cette somme-là, k égale 1 à n des 1 sur 2 puissance k, c'est égal à... Bon, on sait très bien que 1 demi puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, d'accord? Donc, ça me fait 1 demi fois, lui, hein, fois 1 sur 1 moins 1 demi. Donc, 1 moins 1 demi, ça fait aussi 1 demi, et 1 demi divisé par 1 demi, ça me fait 1. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. C'est bon pour ça? Ouais. OK. Donc, maintenant que je sais que je peux avoir, donc en fait, je vais m'arranger avec ça, c'est-à-dire que les longueurs d'intervalle, ils vont être donc, proportionnelles à 1 sur 2 puissance k, d'accord? Comme ça, quand je vais faire ma somme de longueur, ça va me faire 1, d'accord? Donc, ça va être proportionnel à ce 1-là, OK? D'accord? C'est bon, c'est gagné. Donc, je tourne la feuille pour faire le recouvrement. C'est 12, je crois. D'accord? Donc, je vous rappelle que C, c'est l'ensemble des xk, hop là, raté, k appartenant à n, d'accord, un nombre dénombrable de réel. Un ensemble dénombrable de réels. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, on va définir, hein, donc IK, donc K dans N, donc un recouvrement de C par des intervalles ouverts bornés. OK? Donc, je vais définir IK. Pof, ça va être quoi? Ça va être, donc, je vais prendre un intervalle centré en xk, d'accord? Donc, ça va être xk raté, moins epsilon sur 2 puissance k, et puis xk plus epsilon sur 2 puissance k. D'accord? Alors, non, je vais mettre même plus 1, d'accord? OK? Ça va? Donc, vous êtes d'accord que chacun des xk, il appartient à xk, à ik, pardon. Xk, il appartient à ik, OK? Puisqu'elle est centrée dessus, OK? Donc, cette famille-là, la famille des ik, hein, ça forme bien un recouvrement, recouvre C. Vous êtes d'accord? Ah mince, recouvre C, ouais, puisque le C, c'est l'ensemble des xk. Chacun appartient à... Donc, xk, il appartient à ik, d'accord? Donc, dans l'ensemble, c'est un recouvrement, OK? Quelle est la longueur de ik? L de ik. D'accord? C'est ça moins ça, hein, d'accord? Donc, ça me fait quoi? Ça me fait... les xk, ils virent, hein, d'accord? Ça me fait ça plus ça, en fait. Non, ça moins ça, ça veut dire epsilon sur... Bon, bref, 2 fois epsilon sur 2 puissance k plus 1, c'est-à-dire epsilon sur 2 puissance k. D'accord? D'où quoi? D'où la somme pour k appartenant à n de DIK, c'est égal, alors c'est dans n étoiles, mais c'est pareil, c'est donc égal à epsilon sur, non, la somme pour k appartenant à n étoiles, de epsilon sur 2 puissance k,
Et donc, on a dit que ça, c'était epsilon fois des 1 sur 2 puissance k, c'est-à-dire epsilon. Vous êtes d'accord? Ouais. OK. Donc. Eh bien, c'est gagné. C'est gagné, vous êtes d'accord? Ainsi, la mesure m étoile de C, elle est plus petite que... Donc là, j'ai pris certains recouvrements, d'accord? Je n'ai pas pris tout le monde, ouais. Mais j'en ai pris certains dont je sais que la mesure fait epsilon, d'accord? Donc lui, comme c'est la borne 1 de ça, c'est plus petit que le epsilon. Vous êtes d'accord? Ouais. Si vous voulez, je vais écrire un petit peu différemment. Je veux dire que ça, c'est donc par définition, c'est l'inf de l'ensemble des sommes L2. Alors, je ne vais pas mettre I, d'accord, JK, d'accord, pour tout JK recouvrement de C par bon, des ouverts bornés, etc., intervalles ouverts bornés, d'accord? OK. Comme ceux-là, ils font partie de ça, d'accord? La borne 1 fait forcément plus petite que epsilon. Oui, parce que je sais que là-dedans, il y en a certains, ce sont les IK, qui valent epsilon, d'accord? Donc la borne 1, forcément, est plus petit qu'epsilon, OK? Comme epsilon est quelconque, d'accord? Bah, ça me dit que m étoile de C, bah, il est inférieur ou égal à 0, d'accord? Or, m étoile est à valeur dans donc R plus bar, d'accord? On peut avoir des parties qui sont infinies, d'accord? Mais elles sont toujours positives. Donc, c'est borné par 0. Donc, ça veut dire que m étoile de C est égal à 0. C'est bon? Ouais. Alors, je prends une feuille, il n'y en a plus. Hop là. OK. OK. Donc, à retenir, donc la mesure la mesure extérieure, pardon, de toute partie dénombrable de R est 0. D'accord? La mesure extérieure de toute partie dénombrable R est nulle. Ça va? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez comme partie dénombrable de R? Vous pouvez m'en donner? D'accord? Alors, je peux prendre N, d'accord? N lui-même, hein, d'accord? Donc 0, 1, 2, 3, OK? C'est une partie dénombrable, et donc sa mesure va être nulle. La mesure extérieure est nulle, OK? Je peux prendre n'importe quelle suite, du style 1 demi, bah, celle que je viens de faire là, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, etc. Donc c'est 1 sur 2 puissance k ou k plus 1, ça dépend de comment je fais mon indice, ok? Voilà. Donc ça, c'est nul, ok? Mais alors ça et ça se ressemble pas, mais c'est pareil, d'accord? Est-ce que vous pouvez m'en donner des plus compliqués? Donc c'est tous les deux dénombrables, hein. Vous voyez que d'ailleurs, il y a une bijection évidente entre l'un et l'autre, d'accord? Puisque là, si ça c'est k, je l'envoie sur 1 sur 2 puissance k plus 1, d'accord? C'est une bijection ici qui est évidente, ok? Ouais. 0, je l'envoie sur 1,5. 1, je l'envoie sur 1 sur 2, enfin 1 demi au carré, 1 demi au cube, etc. D'accord? Donc le truc est évident, ok? Voilà, donc comme partie dénombrable, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a Q qui est dénombrable, d'accord? Et là, c'est vraiment très, très différent parce que autant le premier, donc N, c'était ça, d'accord? 0, 1, 2, 3, 4, 1. Bon, vous connaissez N, ok? Donc, il y a de l'espace, d'accord? Le deuxième c'est ça, hein, c'est 1 demi, 1 quart, 1 huitième, etc. D'accord, je vais vers 0, d'accord? Bon, sa mesure est nulle, ok? Ok. Mais alors Q, là, ça commence à prendre beaucoup de trucs, d'accord? Parce que Q, il est dense dans R, d'accord? Vous êtes d'accord?
qui est dense dans R. OK? Donc, ça veut dire que des rationnels, j'en trouve partout, d'accord? Quel que soit l'intervalle ouvert que je prends quelque part, il y a des rationnels dedans, d'accord? Il y en a même une infinité, d'accord? Mais il y en a au moins un, OK? Donc, ça veut dire que Q, comme il est dénombrable, il est quand même de mesure nulle, alors que je l'ai partout. Vous êtes d'accord? Ouais? OK? Alors, pour revenir à Lebesgue, là, j'anticipe beaucoup, mais regardez, imaginons je fais une fonction comme ça, et puis je dis, bah, tous les rationnels, je les envoie sur 0. D'accord? OK? Donc, ma fonction elle est super discontinue, d'accord? Riemann, il ne peut rien faire, parce que quand je prends un procédé de Riemann, il me dit le min, c'est 0, puisque forcément, j'ai un rationnel là-dedans, et là, le max, c'est ici, d'accord? Donc, ça ne converge pas, on ne peut rien faire avec les rectangles, d'accord? Par contre, le bec, c'est très bien, parce que quand je regarde un truc comme ça, OK? Je regarde ici, je sais qu'elle prend cette valeur-là, sauf sur un nombre dénombrable, puisqu'il y a tous les rationnels de cet intervalle-là qui valent 0, d'accord? Ouais. Et ben donc, je sais que la mesure de ces trucs-là, c'est 0, d'accord? Et donc, la mesure de ce qui reste là, bah, c'est la longueur de cet intervalle-là. Vous comprenez l'idée? Ouais. Voilà pour l'idée. OK? Pour ça? Alors, peut-être quelques questions, 45, ouais. Questions. OK. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de recouvrement. En fait, c'est très lié à la topologie actuellement, recouvrement. Donc, ce cours, hein, il est lié au cours de topologie, au cours d'algèbre, d'accord? Et algèbre 5, OK? Algèbre 5, parce que les tribus, vous allez voir que ça ressemble... on va parler on parle de sigma algèbre, d'ailleurs, d'accord? Voilà, les relations d'équivalence, etc., c'est plutôt dans l'algèbre. Et puis, topologie. Donc, recouvrement. Est-ce que vous avez vu ce que c'était, le recouvrement en topo? Oui. Non. Non? Ah ouais. D'accord, bon. J'espère que vous avez compris ce que c'était, parce que comme je l'utilise depuis tout à l'heure, d'accord, je dis que IK est un recouvrement de la partie A, si A est inclus dans l'union, pour tous les cas dans grand N, si j'ai un 10 par N, des IK, d'accord? Donc ça couvre ça, ok? Voilà. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite vidéo sur la densité, etc. D'accord? Donc, Q est dénombrable, d'accord? Il y a une bijection ici. OK? Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous voulez revoir, etc. Pourquoi Q est dénombrable ou comment ça se passe? Donc, un peu d'éléments de théorie du cardinal. D'accord? Je vous ai fait la vidéo dessus. Enfin, je vous ai fait une vidéo dessus. Bon, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas démontré rien du tout. D'accord? Ce qu'il faut savoir sur les cardinaux, hein, dans mon cours. Ça a été pour ça. Ça va, ça ne vous choque pas que Q soit dense, enfin non, ouais, dense ou dénombrable, etc. Non? Non? Ouais. Est-ce que vous savez définir théoriquement, définition théorique? Donc c'est toujours de la topo. Là, c'était les années précédentes, je pense, hein, le cardinal. Théorique qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, d'un compact. Bon, si vous n'avez pas vu recouvrement, ça risque pas, je pense. La définition théorique d'un compact, vous avez vu? Non plus. Non? De tout recouvrement de le compact par des ouverts, on peut extraire un sous-recouvrement fini. Voilà. OK. Parce que les compacts, hein, il y a plusieurs façons de les définir, et la définition théorique, c'est ça. Voilà.
Et leur propriété, c'est que donc, tout de suite, enfin, vous connaissez Bolzano-Weierstrass, d'accord, au moins. Ok. Tout de suite, la valeur dans un compact admet une sous-suite convergente, quoi. Bon. Ok. Alors, je continue peut-être le cours. Donc, comment j'ai fait, moi, pour le cours? Attendez, où est-ce qu'il est passé, le cours? Il n'est pas là. Il est passé où, mon cours? Ah, il est là. Non, c'est pas ça. Non plus. Ah, si. Oui. C'est ça, d'accord? Ok, je continue alors. Hop, voilà. Ah oui. Alors, la mesure extérieure telle qu'on l'a définie ici, donc avec le procédé là de tout à l'heure, là, non plus. Voilà, avec ce procédé-là, d'accord? Est-ce que ce procédé-là, vous le comprenez déjà? Mhm. Alors, je sais pas, il vient, vient. Donc, peut-être, pour être sûr, parce que si vous ne comprenez pas ça, après, c'est compliqué. Donc là, dans ce qu'on vient de faire, d'accord? Donc, C, c'était un ensemble dénombrable. C'était l'ensemble des CK. OK, donc imaginons, voilà, j'ai la droite réelle, et puis je vais avoir mes CK. Donc, C0, C1, C2, C3, C4, d'accord? Le truc, c'est qu'ils peuvent être, alors ils ne sont pas forcément dans l'ordre croissant, c'est qu'ils peuvent être très, très concentrés, vous comprenez? Je pourrais décrire tout Q qui est dense dans R par, euh, par les CK, d'accord? Voilà, bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, là-dessus? J'ai dit, voilà, ici, je prends un intervalle de longueur epsilon sur 2, d'accord? Ici, je prends un intervalle de longueur epsilon sur 4. Ici, je prends un intervalle de longueur epsilon sur 8. Ici, je prends... Alors, ils ne sont pas donc disjoints. Ici, je prends un epsilon sur 16, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? Et donc, autant qu'il y a de ces cas, autant je prends un intervalle dessus, OK? Donc, j'ai bien fait un recouvrement, parce que, évidemment, tous les CI sont couverts par l'intervalle au-dessus, d'accord? Ce sont bien chacun des intervalles ouverts bornés, puisque la longueur, elle est epsilon sur 2, epsilon sur 4, epsilon sur 8, epsilon sur 16, et ainsi de suite. D'accord? Il y en a peut-être un qui couvre une infinité, d'accord? Mais tant pis, ça, je ne sais pas. Ok, ça dépend de comment ils sont placés, mes xk. OK? Voilà. Ça dépend aussi de mon epsilon. Et puis quoi d'autre? Voilà. Et donc, qu'est-ce que je sais? Donc, je sais que IK, d'accord, est donc un recouvrement donc de C par des ouverts bornés. Voilà, d'accord? Donc, comme M étoile de C, c'est par définition la borne inf de l'ensemble des, alors, somme de L de, là, donc je remets JK pour ne pas les confondre avec ceux-là que j'ai définis. Là, c'est tous, d'accord? Tels que JK recouvrement de C par des ouverts bornés. Alors, encore une fois, j'ai oublié un mot. Donc, tout à l'heure, c'était borné. Maintenant, c'est intervalle par des intervalles ouverts. OK? Donc, vous êtes d'accord que les IK, ça peut rentrer dans cet ensemble-là, d'accord? Donc, la borne inf de tout cela, elle est plus petite que cette valeur particulière-là, d'accord? D'où M étoile de C est plus petit que la somme, pour tous les cas dans N étoiles, des longueurs de IK, qui valait donc epsilon. OK? Ça va? Donc ça, c'est une technique classique, c'est-à-dire quand on fait l'inf d'un certain ensemble, d'accord? Si jamais vous arrivez à trouver un ensemble d'accord, particulier et donc de calculer ce truc-là, forcément, la borne inf est plus petite que cet élément-là. Ouais. Voilà pour ça. OK? Bon. Alors, je termine peut-être ça. 53, ouais, bon. Paf, 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 paf. Ah oui, alors après, ce sont donc les autres propriétés. Donc, la mesure extérieure telle qu'on l'a définie ici,
coïncide avec la longueur des intervalles, et donc c'était une des propriétés des mesures que je voulais avoir, hein, une des conséquences. Ok. Donc la définition n'est pas simple, parce qu'en fait, quand on dit intervalle, ça veut dire quoi? Ça veut dire intervalle ouvert ou intervalle fermé ou semi-ouvert, semi-fermé, d'accord? Donc en fait, il y a pas mal de cas différents, sachant que la mesure de I, elle, je ne connais ça que par les recouvrements par des intervalles ouverts, bornés, d'accord? Donc il y a des cas à étudier, et justement le théorème là, que je vous ai dit tout à l'heure, là, de la définition de compact me sert à ce niveau-là. Bon, bref. OK. Voilà. Ensuite, elle est invariante par translation. Ça, c'est pas difficile à voir, hein, que ma définition ici, hop, 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 d'accord, je vais dire que si IK est un recouvrement de A, alors IK plus P, quand je translate les IK de P, d'accord, est un recouvrement de A plus P, l'ensemble A que je recouvre de P. D'accord. Donc, en fait, les deux bornes 1 vont juste être translatées. Enfin, ça va être le même inf, d'accord. OK. Parce que les longueurs des intervalles, eux, restent les mêmes. OK. La longueur de IK ou de IK plus P, c'est la même. D'accord. Donc, les bornes 1 vont être identiques. Et donc, hop, et c'était ici. Donc, la mesure d'un intervalle translaté est égale à la mesure de l'intervalle initial. OK. Voilà. Et enfin, donc c'est ça, c'est-à-dire elle est sigma additive. Voilà, et donc ça, c'est ce qu'on fera soit par Internet, je vous fais la démo sur une vidéo, parce que ça, c'est aussi important, soit la semaine prochaine. OK. Alors, est-ce que ça va pour cette séance? Est-ce que vous avez compris des trucs, déjà? Oui, quand même. Enfin, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris des trucs quand même. D'accord, d'accord. OK. Oui, enfin, ouais, exactement. Mais voilà, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris quand même l'ensemble. Je pense. D'accord, OK. Donc, la semaine prochaine, est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a cours la semaine prochaine? Moi, je n'ai toujours pas accès à Hyperplanning, mais c'est quand notre prochain cours, en fait? Peut-être c'est cette semaine, d'ailleurs, hein. Non, non, je pense pas, non. C'est pas cette semaine, j'espère. Je n'ai pas noté. Alors, c'est le 6 octobre. 6 octobre, d'accord. Donc, c'est encore mercredi, c'est ça? Et c'est toujours 2 heures? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est toujours 2 heures ou c'est 4 heures? Je sais qu'après, il passe à 4 heures à un moment. Non, pour le Mais moment, on tout a ce qui est 2 heures mardi. après le vendredi. 10 heures, 12 heures. Ah, il y a un vendredi aussi? Ouais, le vendredi, on a 2 heures de plus. D'accord. Donc, ça serait le 8, non, le 1er. Ah, bah non, 1er novembre, c'est pas possible. Non, 1er. Non, mais c'est le 8 Bah octobre. oui, Non, ouais, excusez-moi, c'est moi qui déconne complètement. D'accord. On a aussi cours le 8 octobre. De quelle heure à quelle heure? Attendez, je vous mets ça. Hop, je de suis en train 8 à de... 10. 8h, 10h. OK. D'accord. Donc, la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est que on va avancer sur justement ces mesures extérieures, là, d'accord? Donc, entre le cours, la fin du cours, là, cours et le TD, hein, d'accord, ça va largement nous faire ça, hein, d'accord? Le TD, on commence évidemment ici, hein. D'accord? Pour les mesures extérieures, je parle, hein. OK? Est-ce que vous souhaitez que je fasse des, des vidéos, ce qu'il faut savoir là, sur d'autres points? Oui. Oui, bah alors ouais. Donc en fait, il y a pas mal de choses. Donc normalement, je vous ai parlé de la structure de R avec borne sup, borne inf, d'accord? Et nous, on va avoir pas mal de choses à manipuler avec des lim sup, lim inf, d'accord? Et c'est très lié à borne sup, borne inf. OK? Voilà, donc ça sera notre futur proche, quoi, si vous voulez. Il va falloir manipuler des trucs comme ça. C'est pas simple, hein, d'accord? Donc, je vais essayer de vous faire quelques vidéos, ce qu'il faut savoir là-dessus, d'accord? Donc, comme ça, ce week-end, par exemple, vous pourrez le regarder. Donc, dans les vidéos comme ça, hein, je fais juste le cours, hein, ce qu'il faut savoir, quoi, d'accord? Je ne fais pas d'exo, etc. Sinon, ça prend beaucoup de temps. Eh bien, écoutez, voilà, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Et je pense que vous avez de quoi faire déjà. Donc,
regardez les vidéos, d'accord? Vous pouvez la revoir le cours, et puis essayer de faire donc le TD, d'accord? Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.